Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2022. Aujourd'hui, on va parler rebond, on va parler mémoire courte, on va parler capacité d'oublier certaines choses et de retrouver que les choses qui nous intéressent, une capacité de se concentrer sur certains événements quand on arrive tout d'un coup à oublier certains trucs. Et puis finalement, évidemment, de Apple et d'Amazon parce que c'est quand même les deux gros morceaux de la soirée. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle hier soir, il y a à boire et à manger, il y a pas mal de choses assez drôles à disséquer quand même dedans, donc on va faire un tour d'horizon pour conclure cette semaine, ce vendredi, et ma deuxième semaine de vacances, puisque lundi matin, je serai dans mon studio de nouveau, de retour à la maison pour de vrai. Alors voilà, c'est le dernier vendredi, le dernier Morning Bull Live de la semaine, et on attaque tout de suite. Donc, hier soir, on a rebondi. C'est ce qu'il faut retenir. On s'est posé beaucoup de questions ces dernières heures, ces derniers jours. On se dit, oui, mais est-ce qu'on va tenir les supports sur le Nasdaq? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que c'est possible qu'on puisse rebondir? Qu'est-ce qui va nous donner l'envie de repartir à la hausse de nouveau? L'envie d'avoir envie? Eh bien, on ne savait pas trop quoi. Eh bien, finalement, aussi étonnant que ça puisse paraître, ce fut donc Facebook. Facebook, Meta Plateforme, la boîte à Zouk, peu importe comment vous l'appelez ce machin, mais en tous les cas, ce qui est assez fou, j'en parlais déjà hier, mais encore ce matin, c'est incroyable, vous avez une boîte qui reprend 18% hier, et qui retire tout le Nasdaq à la hausse, et qui redonne envie finalement aux investisseurs qui étaient en train de s'ouvrir les veines 2 jours avant, en se disant, ouh, l'inflation, ouh, la hausse des taux, la guerre en Ukraine, ah, la croissance qui va ralentir, et puis la Fed qui va tuer l'économie, on va se retrouver comme dans les années 30, puis non, tout d'un coup, il y a eu les chiffres de Facebook. Alors tout le monde est d'accord pour dire que ces chiffres sont pas terribles, que c'est pas un record parce que finalement la barre était très basse. C'est comme si on vous dit va faire du saut en hauteur et puis on vous met la barre à 90 cm. Je crois que même moi j'arrive en tombant à passer par-dessus de toute manière. Donc du coup c'était facile de passer la barre des attentes qui était très basse. On a un ralentissement de la croissance, on en a parlé chez Facebook. Tout le monde s'en foutait, je crois que le plus gros problème c'est que tout le monde était short, tout le monde pensait qu'on allait encore se faire démonter et que l'histoire de Facebook ce serait le deuxième trimestre tout pourri et qu'ils allaient nous faire une Netflixade, c'est-à-dire un échec du trimestre et un effondrement derrière. J'avais l'impression, on a vraiment l'impression que toute la planète était short Facebook et que ça a généré un rebond alors que tout le monde est convaincu que ces chiffres sont pourris, mais quand même on a rebondi et tout est reparti avec, tout est reparti avec, tout était génial. Alors tout ce qui était nos craintes de la séance de la veille, on les a complètement effacés et on est reparti dans autre chose. Je sais pas trop quoi, mais en fait, ce fait de se dire, ah oui, mais c'est ça qu'on appelle être survendu. Eh bien oui, c'est ce qu'on a fait. Hier, on s'est rendu compte de la définition, on l'a mise en pratique. Donc on a pris la définition de survendu et on l'a mise en pratique. C'est ce qui s'est passé hier et le marché est remonté. C'est ce qu'on peut retenir. Ça, c'est la version courte de ce qui s'est passé hier parce qu'on n'a pas parlé de grand-chose d'autre. À côté de ça, il y a eu les chiffres du GDP aux États-Unis. Le marché attendait 1,1% de croissance, ce qui est merdique, mais ce qui n'est pas surprenant dans l'ambiance dans laquelle on vit actuellement. C'est sorti à moins 1,4. Alors normalement, on serait quasiment en train de dire « Oh mon Dieu, on est tombé en récession !» C'est pas exactement comme ça qu'il faut l'interpréter. Alors il y a eu beaucoup de messages de méfiance. Non, c'est pas encore vraiment ça, c'est pas un chiffre très clair, c'est à cause des importations. Ne vous inquiétez pas. Il y a eu beaucoup de messages très rassurants. Bon, en même temps, c'est quand même mieux pour Joe Biden parce que si les États-Unis tombent en récession là tout de suite avant les élections de mi-mandat, ça va être un tout petit peu embêtant. Déjà que son rating, il est là par terre. Donc du coup, forcément, les marchés se sont relativement bien comportés compte tenu de ce chiffre économique que l'on peut qualifier de, allez, dégueulasse. Donc à partir de là, on a eu des mauvaises nouvelles économiques, mais c'était pas grave, il paraît. On a eu des mauvais chiffres sur Facebook, en tout cas des chiffres pas terribles, mais c'était pas grave parce que tout le monde était short. Donc du coup, le marché a rebondi. Je sais pas si c'est un rebond qu'on peut qualifier de solide, de strong et de volontaire et de pérenne, surtout quand on voit qu'après il y a encore eu les chiffres d'Amazon et d'Apple qui posent quand même 2-3 petits problèmes. Mais avant de passer aux chiffres d'Amazon et d'Apple, qui sont le plat de résistance, on en fait encore une deuxième entrée. C'est comme dans les grands restaurants, on a eu les amuse-bouches,
l'entrée. Là, on a la deuxième entrée. La deuxième entrée, c'est le pétrole. Il faut quand même en parler 2 secondes parce que le pétrole, on ne parle plus trop depuis ces temps parce que c'est un truc inflationniste, donc on n'aime pas trop en parler. Et puis, comme maintenant, il est de nouveau au-dessus des 100, bah, c'est toujours une mauvaise nouvelle parce que au-dessus des 100, pétrole au-dessus des 100, récession dans le tiroir. C'est un peu l'expression qu'on peut utiliser dorénavant. Donc, du coup, le pétrole est de retour au-dessus des 100, mais là, c'est 105. C'est 105 pourquoi? D'abord, en fait, il y a quand même 2 choses. La première chose étant, c'est que la Chine a l'air de se réouvrir. J'ai bien l'air, hein, parce que on n'est pas très au clair sur ce qui se passe là-bas, mais ils confinent, ils reconfinent, ils déconfinent, ils reconfinent, ils reconfinent, ils redéconfinent. Et là, visiblement, ils sont en phase de déconfinement, puisqu'ils n'ont plus que 2 cas de Covid sur toute la Chine. Donc là, ils commencent à être un tout petit peu plus sereins. Donc la Chine déconfine. Donc si la Chine déconfine, eh bien, autant on avait peur il y a une semaine qu'ils arrêtent de consommer, autant cette semaine, les mecs, ils vont recommencer à consommer comme des fous, parce qu'ils vont tous courir dehors pour aller acheter du pétrole. Le premier truc que vous faites en sortant de confinement, c'est bien connu, vous courez à la station-service pour remplir les jerrycans pour le prochain confinement. Bon, en gros, on s'attend de nouveau à une consommation élevée de la part des Chinois au niveau du pétrole, donc le pétrole remontait pour ça. Et puis, deuxième nouvelle absolument géniale sur le pétrole, l'Allemagne a décidé d'accepter le boycott du pétrole russe. On savait que pour l'instant, c'était un peu compliqué pour eux parce qu'ils se disaient, ouais, si on commence à boycotter le pétrole russe, manquerait plus qu'ils nous coupent le gaz comme ils ont fait à la Pologne ou à la Bulgarie. Donc du coup, on n'était pas trop chaud pour se fâcher avec. Puis allez savoir ce qui s'est passé. Le successeur à Madame Merkel, puisque personne ne sait comment il s'appelle, de toute façon, puis tout le monde s'en fout, eh bien le successeur de Madame Merkel a donc décidé finalement d'accepter le boycott du pétrole russe. Ce qui veut dire, logiquement, alors c'est pas officiel, mais logiquement, si les Allemands sont d'accord de boycotter le pétrole russe, on peut s'attendre à que le monsieur qui est à l'Elysée pour l'instant se décide à dire, moi, président européen, je vais donc boycotter le pétrole russe parce que je vais montrer à Vladimir Poutine combien j'ai des beaux pectoraux et puis que j'ai un joli torse avec plein de poils dessus. Donc du coup, Monsieur Macron pourrait entraîner finalement ce boycott sur le pétrole russe de la part de l'Union européenne. Chose qu'on attend depuis un moment. Mais si ça se produit, les experts sont en train de dire qu'on va avoir de nouveau une vague haussière sur le baril, un peu comme on a eu au tout début de la crise, quand il est monté à 135, puisqu'on parle d'aller retourner de nouveau sur ces niveaux. On disait dans les rumeurs de marché que c'était déjà prévu depuis longtemps ce boycott de l'Union européenne, mais que Monsieur Macron préférait quand même que ce soit repoussé plus tôt début mai, parce que forcément fin avril il y avait les élections, puis que s'il y avait l'essence à 2,50€ le litre, c'était moins sûr qu'il ait toutes les voix nécessaires pour être élu. Donc du coup, voilà, ceci expliquant cela, on va pas rentrer dans la théorie du complot, puis on sait bien que ce type est le mec le plus honnête et le plus franc que l'on puisse trouver sur la planète. Néanmoins, la rumeur du moment, c'est que avec l'Allemagne qui se libéralise sur le pétrole et qui accepte de boycotter les Russes, eh bien on pourrait s'attendre à que l'Europe fasse la même chose. Donc le pétrole remonte, le pétrole est à 105, et qui dit le pétrole au-dessus des 100, eh bien dit récession dans le tiroir. Ça c'est la nouvelle citation du jour. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est vendredi matin, il est temps de se tirer rapidement en week-end, surtout qu'il a l'air de faire à peu près soleil, donc du coup on va attaquer directement le gros morceau, le plat de résistance, les chiffres d'Apple et d'Amazon. Alors, commençons par Apple. Apple, les chiffres étaient top, rien à dire, partout au-dessus des attentes plus ou moins, 25 milliards de revenus sur le trimestre, c'est génial, pratiquement 100 milliards de revenus totaux, enfin bah, fantastique, super chiffre sur l'iPhone, super chiffre sur l'iPad, tout va bien. Le titre a pris pratiquement 5% durant la séance, il a encore pris 2,5% ensuite parce que les chiffres étaient bons et globalement meilleurs que les attentes. Puis tout d'un coup, le CFO a parlé pour dire « Ouais, mais ça va être super compliqué après, parce que du coup, on a quand même des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement, et puis la guerre en Ukraine, et puis le Covid, et puis blablabla. » Donc il nous a évidemment ressorti les excuses qui vont pousser nos amis les analystes à baisser les attentes pour le prochain trimestre, qui va rendre du coup le travail d'Apple plus facile pour battre les attentes le prochain trimestre. Mais en gros, ils se sont montés quand même relativement méfiants par rapport à la suite, sachant qu'on a une visibilité qui est proche d'un matin d'automne à Londres, quoi. Donc ils en savent rien, mais ils ont réutilisé toutes les vieilles excuses habituelles qu'on connaît en ce moment. La guerre en Ukraine, le Covid et les chaînes d'approvisionnement. Donc du coup, après cette nouvelle en demi-teinte, et c'est,
ces annonces de méfiance sur la suite, eh bien, le titre a reperdu 4%. Et hier soir, Apple était en baisse de 2,5% after close et après la publication des résultats. Donc, des bons chiffres, mais des prévisions pas terribles, ce qui mettait un petit peu la pression sur le moral des investisseurs. L'autre publication de la soirée, il y en avait plein d'autres, hein. Il y avait Intel aussi qui a complètement raté son trimestre, mais qui s'accroche à des prévisions géniales pour l'avenir. Il y a Roku qui a réussi son trimestre, comme quoi finalement le streaming ça marche aussi, hein. Il n'y a pas que Netflix qui part en vrille, parce que alors, Roku ils ont récupéré beaucoup de nouveaux abonnés, donc ça c'était une bonne nouvelle. Mais donc le plus drôle quand même, le plus complexe de la soirée, c'était Amazon. Amazon a donc annoncé une perte, c'est la première perte depuis 7 ans. Ils ont annoncé une perte de 7$ et des poussières, alors que le marché attendait un bénéfice de 8,50$ et des poussières. Alors, la première chose qu'on peut se demander, c'est putain les mecs ils fument quoi pour être aussi à côté de la plaque. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que si vous dites sur la base comme ça, en regardant juste les chiffres, on dit attends, le marché attendait 8,50 de bénéfices et Amazon annonce 7,50 de pertes. Ça fait quand même un petit bout de chemin entre les deux. Parce que se gourer un petit peu, ça va, mais à ce point-là, c'est rater un éléphant dans un couloir, c'est ne pas voir 747 sur la piste d'un aérodrome. Enfin bref, c'est impossible. On peut pas croire que ce soit possible des trucs pareils. Bref, pourtant si. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en dehors des chiffres d'Amazon, du fait qu'ils ont annoncé qu'eux aussi, ils ont des problèmes avec les coûts qui augmentent, avec la guerre en Ukraine, avec tous ces problèmes d'approvisionnement, évidemment qu'ils ont des conséquences. Ils ont beaucoup engagé de gens ces derniers 6 mois et qu'aujourd'hui, il y a un léger ralentissement qui se fait sentir, donc forcément les coûts sont en augmentation. Donc tout ça, c'est des choses qui vont pas super bien, qui sont pas très motivantes et qui sont un petit peu déprimantes. Mais il y en a une autre qui est on the top of it, qui est encore mieux que tout ça, c'est l'affaire Rivian. Alors l'affaire Rivian, je vous ferai pas un dessin, vous vous souvenez de Rivian, cette fabuleuse société qui fabrique des voitures électriques, dont Amazon était un des sponsors très tôt, et puis un des investisseurs, un des early investors de Rivian. Eh bien, Rivian, vous vous souvenez, elle est sortie en IPO au mois de novembre, elle est montée à $180, tout le monde disait que c'était génial. Donc 180 milliards de market cap pour une boîte qui produisait 600 voitures à l'époque. Bref, du coup, on a quand même, à un moment donné, on est revenu sur Terre et Rivian a un tout petit peu baissé. Comme aujourd'hui, Amazon possède 158 millions de titres Rivian dans leur bilan, ça veut dire qu'en fonction des fluctuations de Rivian, ils vont faire un gain ou une perte. En gros, au Q4 2021, eh bien, on a eu un bénéfice, un gain de 11,8 milliards sur les titres Rivian, parce que le titre était encore très haut. Et puis là, en fait, c'est à la fin du premier trimestre 2022, eh bien, le titre était à $50. Donc ça fait un petit bout de chemin en moins, hein. Donc 83% de baisse depuis les tops de Rivian. 83%, même 84%, ça sera pour ce soir 84% de baisse sur Rivian. Donc, à la fin du trimestre 2022, du premier trimestre 2022, on évalue Rivian à $50. Et là-dessus, forcément, la différence entre les deux, ça représente une tôle monumentale, d'où le fait que Amazon a perdu $7,50 par action ce trimestre, principalement à cause de Rivian, mais aussi à cause du ralentissement, mais aussi à cause de l'Ukraine, mais aussi à cause du Covid. Bref, tout ce que vous voulez à cause d'eux, mais en tout cas, c'était un ralentissement et c'était pas top. Le titre perdait entre 9 et 10% after close. Et puis, maintenant, on va se poser des questions pour voir comment on va devoir évaluer Amazon pour la suite, parce que visiblement, c'est devenu un hedge fund. C'est un gros hedge fund, puisque finalement, on est en train d'évaluer la valorisation d'une société comme Amazon par rapport à des holdings qu'ils ont dans d'autres sociétés. Bon, en l'occurrence, c'est que Rivian pour l'instant, mais on va bien nous trouver autre chose d'un de ces quatre, sachant le nombre de boîtes qu'ils ont dans leur giron. On n'a peut-être pas fini de rire de ce côté-là, en tout cas. Les mouvements de Rivian, ce qui est assez intéressant, c'est que quand ils ont fait le calcul du bilan le 31 mars 2022, évaluation, $50. Ça vaut 32. Donc, ce qui veut dire que pour le prochain trimestre, si ça ne remonte pas, il va falloir en tenir compte de nouveau, parce que sinon, ça va de nouveau peser sur le bilan d'Amazon. Enfin, tout ça pour dire que, globalement, mauvais chiffres chez Amazon, justifié par Rivian et par pas mal d'autres trucs. Et puis, chez Apple, bon chiffre, mais méfiance sur l'avenir. Donc, quand vous avez ça plus ça, on est un petit peu tendu. Ce matin, les futurs sont de nouveau en baisse de 0,5%. On se pose la question pour savoir si le rebond d'hier soir était-il vraiment justifié ou devons-nous à nouveau tout vendre, sachant qu'en plus c'est vendredi. Alors si on vend tout aujourd'hui, au moins on sera tranquille pour passer 2 jours et puis on se reposera des questions lundi matin. Voilà, tout ça pour dire que hier matin, j'ai fait une vidéo sur le fait qu'il y avait pas mal de problèmes qui étaient listés.
Et on se posait des questions pour savoir si vraiment aujourd'hui on était capable de tenir les supports sur lesquels on se trouvait sur le Nasdaq, sur le S&P, ou est-ce qu'on allait rebondir enfin et retrouver une vie à peu près normale. Bah aujourd'hui, les gros problèmes sont toujours là, évidemment, puisque c'est des gros problèmes. En général, un gros problème ne s'en va pas comme ça du jour au lendemain. Ils sont toujours là, mais hier, on les a un petit peu mis de côté. Et puis aujourd'hui, avec les résultats d'Apple et d'Amazon, on risque de les voir revenir un tout petit peu. Donc on va devoir gérer pas mal de choses. Aujourd'hui, on aura encore quelques publications de résultats avant l'ouverture, entre autres sur les pétrolières, Exxon, Chevron, Phillips 66. Ça sera assez intéressant à observer compte tenu du comportement du baril en ce moment. Et puis après, évidemment, pas de chiffres après la clôture parce que nous sommes vendredi et que le soir aux États-Unis on fait l'impasse le vendredi soir parce que c'est party time. Et puis il y aura également pas mal de chiffres économiques, un wagon de chiffres économiques entre autres en Europe avec CPI, PPI en France, GDP également en France, en Allemagne, en Europe, CPI, PPI aussi en Europe, donc beaucoup de chiffres inflationnistes sur la partie européenne. Et puis ce soir aux États-Unis il y aura le University of Michigan Confidence, un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose, c'est quelque chose de très très difficile à interpréter, mais ça nous donnera toujours une bonne idée de voir comment le consommateur se comporte. Et vu les chiffres du GDP qui ont été publiés hier aux États-Unis, qui n'étaient pas graves et qui rassuraient parce qu'apparemment le consommateur il y croit toujours, eh bien on verra quand même sur les chiffres du Michigan si c'est vraiment confirmé. À noter qu'un jour je vous expliquerai comment fonctionnent les chiffres du Michigan et vous verrez combien c'est de la bullshit ce machin, mais en tous les cas, pour l'instant, on va quand même les regarder parce qu'il faut bien s'occuper le vendredi après-midi. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. Je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques jours, c'est bientôt 100 personnes de plus par jour. En tout cas, on est très content de vous accueillir, de vous y accueillir. On espère continuer à vous abreuver de plein de nouvelles vidéos comme ça. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de revenir lundi matin. Je serai à la maison avec mon décor habituel. D'ici là, passez un excellent vendredi et un non moins excellent week-end. Et on se voit lundi matin en pleine forme. Bye bye!